Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Ça discute. J'ai autour de moi Andy, Yet et Alpha qui n'est pas avec nous sur le plateau. Bonjour à tous. Bonjour Auguste. Alors, nous allons parler d'un sujet brûlant qui est celui de la gestion de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera au Cameroun en 2022. Tout de suite, j'aimerais commencer par rappeler que la CAN a 64 ans d'existence et aujourd'hui, la première question, quel est le bilan que Andy tu dresses sur les 64 ans? Qu'est-ce qui t'inspire la CAN aujourd'hui? La CAN, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Oui. C'est la compétition phare sur le continent africain. Oui. C'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de pleurs, c'est beaucoup de joie. On a grandi avec la CAN. Elle se déroule chaque 2 ans. On l'attend impatiemment. Pour moi, les 64 ans, on n'a pas vu toutes les CAN, mais les CAN qu'on a pu voir, elles se sont bien passées. Il y a eu des éditions qui étaient un peu moyennes, on va dire, en termes d'organisation, je pense, en termes aussi dans le jeu. Mais en somme, pour moi, c'est une compétition que j'attends toujours avec émerveillement chaque 2 ans. Merci Andy. Et Yed, qu'est-ce que tu en dirais de la CAN? Quel bilan dresserais-tu pour moi, le bilan, il est positif. Il est positif. Mais après, la vraie question pour moi, ce serait, est-ce qu'on a atteint le point qu'on voulait vraiment atteindre quand les objectifs étaient fixés au début? Bon, voilà, il faut peut-être demander aux pays qui étaient là au début. Il y avait peut-être le Soudan, l'Éthiopie, l'Égypte et je ne sais plus qui. Et l'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud. Mais je pense que le bilan, il est positif. Le football africain n'a toujours pas eu cette reconnaissance-là au niveau mondial. Mais pour nous, les Africains, c'est une fête continentale et c'est positif. Tout le continent vit la fête. Et on l'attend, comme l'a dit Andy, on l'attend toujours avec impatience. Et Dieu merci, dans quelques mois, nous revivrons la fête. Merci Yed. Alors Alpha, qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand on évoque la Coupe d'Afrique des Nations? Lorsque je vois la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, je vois une évolution continue. Le passage, par exemple, de 16 équipes à 24 équipes, je vois le nombre de joueurs africains ayant des talents européens, comme on peut dire, parce qu'ils jouent dans des championnats européens, parce qu'ils sont formés dans des championnats européens, se multiplier, gonfler même le nombre, comment je peux dire, le talent au niveau de l'Afrique et donner un peu plus de visibilité aussi parce que les joueurs qui jouent à l'extérieur africain, le fait qu'ils soient dans des grands clubs, ces clubs ayant des moyens de retransmission, mettent aussi en valeur cette compétition qui pour nous est toujours une joie de pouvoir l'accueillir parce que, comme on peut dire, nous vivons un peu au rythme du football et une compétition phare de notre continent, c'est tout à fait plaisant à recevoir. D'accord, merci Alpha. Moi, j'aimerais vous poser une question. Ça sera une double question en fait. Déjà sur le propos de Klopp, si la CAN est une petite compétition, sachant que c'est plutôt une réaction du fait qu'il y a plusieurs joueurs qui vont partir à la CAN et seront absents au moins 1 mois. Est-ce que c'est déplacé? Est-ce que le vrai problème serait le calendrier de la CAN aujourd'hui? Andy. Pour moi, le vrai problème, c'est le calendrier de la CAN, en vrai. Et ça porte encore une question sur l'importance de la CAF au niveau mondial. Parce que, rendez-vous compte que la CAN est la seule compétition où il faut que les joueurs qui la disputent quittent leur club pour jouer. Ça ne se passe pas comme ça en Amérique du Sud ni en Europe. Pourquoi? Moi, je pense que ce sont des questions qu'il faut se poser sur l'importance
de la CAN au niveau mondial. Pour nous les Africains, elle est importante, mais le calendrier est assez compliqué. Mais après, on peut se dire aussi qu'il est adapté aussi par rapport au temps qu'il fait chez nous, etc. et tout. Donc voilà pourquoi je pense qu'ils l'ont mis en janvier-février. Yed, qu'est-ce que tu pourrais dire au sujet du calendrier et des propos de Jürgen Klopp? Déjà, ça a été très respectueux de sa part. Il n'est pas à sa première sortie. Moi, je peux bien le comprendre, hein, parce que ses meilleurs joueurs seront absents quasiment un mois. Mais ça ne lui donne pas le droit de manquer de respect à une compétition continentale qui, de surcroît, représente en fait tout un continent. Après, le problème c'est quoi? C'est pourquoi toujours... Si on met la CAN, par exemple, en juin, c'est pour... il y a un côté économique, le côté business, en fait, pour l'augmentation des droits télé, parce que une compétition qui passe en janvier, février à la télé, imaginez par exemple, on a un match épique de la CAN Nigeria-Afrique du Sud, et que le même samedi, le même jour, en fait, il y a un Barça Real. Bien sûr que le téléspectateur va choisir, en fait, le Barça Real. Mais si c'est par exemple en juin et que la seule compétition disponible, il nous est arrivé ici pendant regarder les matchs de Copa América, Pérou, Colombie, on n'en a rien à foutre en fait. Mais on regarde parce qu'il n'y avait pas, en termes de disponibilité, en termes d'offres, il n'y avait pas grand chose à la télé. Mais il y a aussi ce qu'on dit à soulever, c'est ça le vrai point en fait. La majorité des pays qui sont disposés à accueillir la CAN sont des pays de l'Afrique subsaharienne. Et par rapport au temps qu'il fait, on ne peut pas facilement se permettre en fait d'organiser une CAN pendant la saison des pluies. Oui. On peut pas, c'est compliqué, ça va être plus compliqué. On n'a pas encore assez de moyens pour pouvoir faire face à tout ça, à toute cette logistique qu'il faudra mettre en place en fait. Donc, que Klopp profite de ça pour manquer de respect à tout un continent, je dis non. Et là encore, on a été très gentil parce que ça peut mériter un boycott de la part des Africains. Merci Yet. Par rapport à vos retours et à l'attribution aujourd'hui de la compétition, de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, est-ce que c'est pas à cause de le Cameroun qui déjà n'a pas pu organiser en 2019 et finalement c'est en 2021 qui prend l'attribution? Est-ce que c'est pas à cause de ce genre de scénario qu'on traite notre compétition de petite compétition? On dit. Certainement, le Cameroun a fait preuve d'une irresponsabilité incroyable. C'était un pays qui n'était pas prêt. On se pose encore la question, est-ce qu'il va être prêt? Parce qu'on se rappelle, il y a le secrétaire général de la CAF qui a récemment envoyé un courrier sur ses inquiétudes au niveau des stades. Il se posait des questions. Est-ce que les stades sont prêts? Est-ce que le stade qui va couver l'ouverture du premier match, est-ce que ce stade est prêt? Nous sommes quand même à quelques mois de la CAN quand même. C'est incroyable. Déjà, on se souvient de comment le Cameroun a eu la CAN. On leur a retiré la CAN parce qu'ils n'étaient pas prêts. Parce qu'on se souvient des mots d'alors de Ahmad Ahmad, qui était le président de la CAF à l'époque, qui a dit que même à 4 équipes, le Cameroun n'est toujours pas prêt. Donc effectivement, je pense que la CAF, on doit se poser des questions sur les conditions d'attribution. Je laisse la parole à Yet. Je ne sais pas, Yet, parce que vraiment c'est incroyable. Mais en fait, le Cameroun c'est un gag. La CAF l'est encore plus. Parce que ce qui se passe avec le Cameroun là, ça va se passer avec les 2 prochains organisateurs. Hein. Avec la Côte d'Ivoire, exactement. Avec la Côte d'Ivoire et encore avec quoi? La Guinée. Parce que l'attribution de la CAN au Cameroun a été faite le même jour avec l'attribution de la CAN à la Côte d'Ivoire et à la Guinée. La Guinée, déjà, il y a tout à faire en Guinée. Au Cameroun. Mais comment au Cameroun? Non, le Cameroun, au moins, c'est un pays qui s'est arrêté dans les années 80. Mais il y a quand même eu quelque chose qui a été fait jusqu'au début des années 80. Même s'il va demander un certain nettoyage. Il n'y a rien en Guinée. Même la Côte d'Ivoire en termes d'infrastructure. Le problème qu'on a aujourd'hui avec le Cameroun, on l'aura avec les prochains organisateurs. À part l'Afrique du Sud et les pays du Maghreb, il y aura toujours un souci avec les pays subsahariens. Mais le problème maintenant, est-ce que la CAF, il faut se poser la bonne question, en voulant passer de 16 à 24 équipes, est-ce que c'était le bon moment? Mais c'était pour du business.
Mais oui, c'est pour du business. Voilà pourquoi je dis le Cameroun est un gag, mais la CAF, c'est une honte, c'est une mafia. Donc, Alpha, est-ce que tu es d'accord avec Andy et Yet concernant leur approche sur l'attribution de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun? En ce qui concerne vraiment l'attribution de la Coupe d'Afrique au Cameroun, je pensais que nous avions laissé un peu notre incompétence derrière ça, mais c'est dommage que le Cameroun ait exposé une certaine incompétence notoire que l'on attribue aux Africains alors que c'est pas ça, alors que l'Afrique est bourrée de beaucoup de talents. Et en ce qui concerne aussi les attributions, c'est pas la première fois qu'il y a des problèmes à ce niveau. On se souvient même à l'époque lorsque le Cameroun l'attribution de la CAN au Cameroun date du 21 septembre 2014. Donc aujourd'hui nous sommes en 2021, ça fait 7 ans que le Cameroun sait qu'ils doivent organiser une Coupe d'Afrique. À l'époque, il y avait même un litige avec le président de la Fédération algérienne de football. D'accord, merci, merci Alpha. Dans ce cas, à vous écouter, on attribuerait l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations au même pays, l'Afrique du Sud et les pays du Maghreb. Ou est-ce qu'il ne faudrait pas revoir les conditions d'attribution? Qu'est-ce que vous suggériez à la CAF, par exemple, et aux organisateurs de la CAN pour les critères qu'il faudrait à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations? Moi, je pense qu'il faut revoir. Déjà, bon, ce qui est paradoxal, c'est que le Cameroun, comme on l'a dit, a eu la gestion de la CAN depuis 2014. En 2017, ils n'étaient toujours pas prêts. On fait poser des questions. Enfin bref, on peut revenir sur ça. Je pense qu'il faut revenir sur les conditions d'attribution. D'abord, déjà voir l'état du pays. Est-ce que le pays a les ressources logistiques, a les ressources financières de pouvoir organiser une CAN? Et moi, je pense que à l'avenir, je souhaiterais qu'il y ait qu'il y ait 2 pays qui l'organisent. Ça va éviter qu'il y ait des ressources financières démultipliées. Et puis, on connaît les problèmes de nos pays. Ça s'est déjà fait? Ça s'est déjà fait. Et je pense que la CAN au Gabon et puis en Guinée équatoriale, c'est plutôt bien passé. C'est deux pays. On peut se rappeler aussi la CAN 2000, Ghana, Nigeria. Ghana, Nigeria, voilà. Moi, je pense que ce serait peut-être une meilleure façon de déléguer à 2 pays qui vont, comment dire, les 2 vont gérer cette compétition, vont allier leurs ressources et ça va éviter moins de quoi en fait. Parce qu'aujourd'hui, quand on donne, hier tu as soulevé un problème, on parle de la Guinée. Mais le Guinée la Guinée a quel moyen logistique aujourd'hui? Mais on risque de tomber dans les mêmes dérives que le Cameroun. Ça risque d'être pire. La Guinée a 2 priorités. Vous pensez que la Guinée aujourd'hui a les moyens de construire 6 stades? Alpha l'a dit, le Cameroun a ça depuis 7 ans. On se pose les questions si le stade qui a été choisi pour me faire le match d'ouverture est prêt. Mais c'est incroyable, c'est une honte. Alors Alpha, Yet, qu'est-ce que tu pourrais compléter par rapport à ce que dit Andy ou tu n'es pas? J'ai l'impression que vous êtes d'accord sur un peu tout le scénario qui se passe sur les conditions d'attribution au Cameroun. Non, vous savez, si ça ne tenait qu'à moi, je n'accorderais pas l'organisation de la CAN à un pays comme le Cameroun. Pourquoi concrètement? Le Cameroun est rongé de l'intérieur, totalement. De quoi? Rangé de quoi? Mais par tous les mots, qui existent sur Terre sont présents au Cameroun. Lenteur administrative. Tous les mots qui existent sur Terre sont présents au Cameroun. Il y a de la mafia dans tout. Est-ce que... Mais on l'a vu aujourd'hui dans la gestion. Est-ce que la gestion des stades? Le stade de Lemé, c'est le stade le plus cher d'Afrique. Et il n'est toujours pas fini. Ce stade-là, même si vous donnez encore 20 ans au Cameroun, il ne sera jamais fini. Et on sait ce qui se passe au Cameroun avec Opération Impériale. C'est sûr qu'après la CAN, Opération Impériale va encore arrêter là. Est-ce que tu te rends compte que un seul stade au Cameroun a coûté plus cher que toute l'organisation de la Coupe d'Afrique au Gabon? Incroyable. C'est incroyable. En fait, en termes de modalité d'attribution de la CAN, parce que c'était ça la question, il faut que la CAF revoie certains trucs.
Aujourd'hui, il y a le minimum requis. Il faut qu'il y ait ce minimum requis dans un pays en termes d'infrastructures, que ce soit sportive, hôtelière, routière, hospitalière. Ça, il n'y en a pas au Cameroun. Voilà pourquoi moi je pense qu'il faut des duos. Il faut que deux pays l'organisent pour éviter tous ces couacs à répétition. Alpha, est-ce que tu partages la même passion parce qu'ils sont passionnés, hein, Andy et Yet, ils veulent en découdre avec le Cameroun? Non, on ne veut pas, mais on est déçus parce que c'est l'image de l'Afrique. Le Cameroun est en train de faire honte à l'Afrique. Et moi, en tant qu'Africain, je ne peux pas cautionner ça. Ça fait 7 ans que, Africain que je suis, j'ai honte à cause à cause du Cameroun. J'en ai marre. Non. Alpha. Pour rebondir un peu sur ce que mes confrères au niveau de à propos du sujet du Cameroun, je ne les donne pas tort. Parce que, comme je l'ai dit précédemment, les Camerounais ont confirmé les personnes sceptiques qui pensent que tout ce qui est incompétence provient de l'Afrique. Je pense que, au-delà du fait qu'ils savent déjà, depuis 2014, qu'ils doivent organiser l'événement le plus important, l'événement footballistique le plus important du continent. Je pense que, en matière d'honneur, en matière de patriotisme, moi, à la place des organisateurs, même si on me proposait de mettre un peu d'argent de côté pour pouvoir mettre ma vie dans des bonnes conditions, je ne le ferai pas. Parce que c'est un honneur. Il faut que le patriotisme soit au-dessus de certains besoins. Voilà. Le besoin de nuire l'État, le besoin de mettre certaines choses dans de mauvaises conditions. Nous parlons là de l'image d'un pays qui est écorné au niveau mondial à cause de ce problème qui concerne l'organisation de la CAN. Donc les personnes là, ils doivent se dire quoi? Nous dormons bien le soir après avoir reçu les fonds. Et après, non, nous dormons bien parce que l'événement n'est pas encore prêt. Au moment où nous parlons, nous sommes aujourd'hui le 4 décembre. Est-ce que vous savez que la CAF devait déjà, à partir du 1er, mettre des billets en vente? Mais ils ne peuvent pas le faire. Pourquoi? Parce que le Cameroun n'a pas donné un retour en ce qui concerne la jauge des personnes qui seront au stade. Les mesures Covid ne sont pas encore respectées. Voilà. Donc, il y a encore beaucoup d'incertitudes au niveau de l'organisation de cet événement. Le stade d'Olembe, qui à la base devait s'appeler Stade Paul Biya, pour marquer un peu, pour marquer la différence, ou on va dire quoi, pour marquer un peu le changement de cap, parce que retenez une chose, que la dernière fois que le Cameroun a organisé une CAN, c'était il y a 50 ans. Voilà, nous sommes aujourd'hui, nous allons vers 2022, donc ça marque quand même 50 ans. Je pense que les gens doivent un peu se remettre en question et mettre le patriotisme en avant, pour éviter que l'image du pays soit écornée comme il est actuellement au niveau de l'Afrique. Merci beaucoup Alpha, et c'était à Yaoundé 72 et c'est le Congo qui avait gagné, ce Congo, une piètre nation sur le plan footballistique. On va quand même continuer. Oui, mais il n'y a pas de problème. Il y a un lanceur d'alerte qui s'appelle Boris Berthold sur le scandale financier de l'organisation de la CAN 2019, un peu pour aller dans votre sens, annulé à 10 mois, qui a parlé de 54 marchés prévus pour la réalisation des infrastructures, dont 41 étaient de gré à gré. Est-ce que pour vous ça dénote le niveau de corruption, d'incompétence, et qui peut être très effarant pour tout un continent, Monsieur Yet? Chaque fois qu'on doit parler du Cameroun, je ne sais pas s'il faut en rire ou il faut pleurer. Mais c'est un théâtre à ciel ouvert, ce pays. Tous les mots, je l'ai dit tout à l'heure, tous les mots qui peuvent exister sur Terre sont présents au Cameroun. Aujourd'hui, le marché de gré à gré, et là encore, c'est quelque chose qui semble normal au Cameroun, aux Camerounais. Alpha l'a dit, ce qui est triste avec le Cameroun, comme avec beaucoup de pays
africain, Surtout de l'Afrique centrale. surtout l'Afrique centrale, qui est un peu Ça, c'est les cancres le cocon des cancres en fait, au de la niveau médiocrité. de la médiocrité. C'est l'apologie de la médiocrité, c'est l'apologie du chacun pour soi. Je veux rajouter, nous sommes en plein Covid. Il n'y a aucune mesure qui a été mise en avant pour savoir comment ça va se passer. Mais vous voulez qu'on mette en avant si le Cameroun est le seul pays où on a dit que le Covid a été créé à partir des chauves-souris. C'est les chauves-souris qui ont été à l'origine. Mais ce sont les interrogations aujourd'hui. Le Cameroun va abriter énormément de pays. Qui dit pays dit monde, foule, etc. et tout. Comment ça va se passer? Est-ce que cette canne-là ne va pas aujourd'hui créer d'autres variants? Parce qu'on peut se poser des questions, peut-être que ça va être le variant Olembé. le variant Olembé, le variant Douala, parce qu'on peut se poser des questions. Non mais on en rigole. Non. Et pour ne pas faire une fixette sur le Cameroun, parce qu'on pourrait penser qu'on fait une fixette sur le Cameroun, mais aujourd'hui le Cameroun sera la vitrine de l'Afrique. Et on doit taper dur parce que ça ne va pas. Il n'est pas normal que à J-2 mois, à moins de 2 mois de l'ouverture de la compétition, on se pose encore ce type de questions. Et même, on a peur, on se demande, mais dans quelles conditions ils vont recevoir les gens? Parce que là, aujourd'hui aussi, il faut parler des infrastructures hôtelières. Est-ce qu'elles sont prêtes? Mais les routes? J'aimerais poser une question à Alpha. Alpha, moi j'ai vu une petite vidéo, un petit teaser fait par un youtubeur camerounais qui dit que la canne c'est sucré, un truc comme ça, et où il a montré quelques infrastructures hôtelières et les stades qui seraient finalisés. Donc c'était un leurre, c'est ça que vous me dites? Je ne dirais pas que c'était un leurre, j'ai aussi vu la vidéo. Ben, il ne peut que présenter ce qu'il veut, il essaie d'agir en patriote, chose qu'on ne lui défend pas, mais sauf que les experts de la CAF disent que pour l'instant rien n'est encore prêt. Le stade Olembé qui devait s'appeler stade Paul Biya n'est pas encore prêt. La pelouse, c'est vrai, la pelouse est prête, les places assises sont prêtes, mais le stade, un stade qui est prêt ne se limite pas juste aux places et à la pelouse, ou bien à une salle de presse flambant neuve. Il y a aussi les routes qui emmènent au stade, il y a la sécurité, sachant que là-bas, il y a certains gangs qui ont raté leur vocation de boucher sans devenir des coupeurs de route. Mais que voulez-vous? D'ailleurs, nous avons un président qui est aux abonnés absents, qui doit venir en mission de travail dans son pays. Il a tronqué le million pour le chocolat suisse. Mais que voulez-vous? Que voulez-vous? On est obligé de subir ce genre de choses. On est obligé de subir cette honte au niveau de l'Afrique centrale. Parce que ce qui touche les Camerounais touche aussi tous les habitants de l'Afrique entière. Voilà. Donc, pour moi, ils doivent faire le nécessaire, le maximum, parce que la vitrine de leur pays est en jeu. Un pays comme la Côte d'Ivoire ne va pas encore accepter un autre glissement. Parce que depuis 2021, la Côte d'Ivoire devait recevoir la CAN, le Cameroun devait organiser depuis 2019. Il y a eu un glissement, ainsi de suite. Mais la Côte d'Ivoire n'a pas que ça comme priorité, hein, l'organisation d'une CAN. Hein. Ah, je vous le dis, je ne pense pas que ça va s'arrêter là. Ça va créer un précédent. Merci Alpha de mettre toute cette passion-là. Donc, à t'écouter, ce serait trop demander au Cameroun de faire le nécessaire, j'ai l'impression. Mais je pense qu'ils sont en train de faire, parce qu'ils n'ont pas le choix. Le ministre des Sports a répondu au secrétaire général de la CAF, il a dit, nous sommes prêts, nous allons faire le nécessaire. Donc, moi, ce que je souhaite, parce que pour ne pas faire une fixette, on peut penser qu'on fait une fixette, non. C'est juste parce que nous sommes africains, on veut que les choses se passent bien. Il a dit qu'il sera prêt, nous allons le vivre, et puis on verra. La CAF a été trop gentille. Normalement, l'organisation aurait dû être retirée au Cameroun depuis. Mais ils ont même eu, ça a été retiré, donné à l'Égypte, on leur a redonné. Ils ont eu un an avec le Covid. Bon, on se pose encore des questions. Bon, on va faire une Est-ce que moi, je vais proposer une chanson d'ouverture de la CAN au Cameroun. Je pense qu'ils sont habitués au glissement. Il y a une chanson ivoirienne qui s'intitule Glissement Yobi Yobi. Ils peuvent bien jouer ça à l'ouverture de la CAN. Bon, merci pour un peu d'humour. On va revenir sur des choses un peu plus sérieuses.
nous nous souvenons tous des sorties médiatiques de Samuel Eto'o qui dénonçait la corruption, la mauvaise organisation au niveau du Cameroun, de la FECAFOOT et du pays en lui-même. Est-ce qu'aujourd'hui, la candidature de Samuel Eto'o à la FECAFOOT pourrait impulser quelque chose déjà au Cameroun et apporter du sang neuf pour pouvoir mieux gérer des compétitions comme la CAN des jours à venir? Auguste, s'agissant de ta question sur la candidature de Samuel Eto'o à la FECAFOOT, moi je pense que c'est une bonne idée parce qu'il part dans un élan de patriotisme, dans le sens où il veut réformer le football camerounais. Parce que je pense qu'il a vu comme nous tous et il est déçu, même s'il n'a pas dit publiquement, parce que Eto'o soutient son pays publiquement, mais en somme, on sait ce qui se passe. Je pense qu'il est dans un élan patriotique. J'ai suivi sa présentation où il a un peu expliqué ce qu'il voulait faire. Il a pointé du doigt les maux qui rongent le football de son pays. Et je pense que la CAN qui va se passer au Cameroun va aussi révéler plusieurs choses. Mais derrière ça aussi, il faut se poser aussi les bonnes questions. La CAN au Cameroun est un outil politique ou pas? Bien sûr que c'est politique. Le football au Cameroun, c'est un instrument politique. Parlons par exemple de la candidature de Samuel Eto'o à la fédération, à la présidence de la fédération. Après, à un moment, on se dit, bon, donnons la chance aux acteurs du football. C'est un acteur majeur du football africain. Mais il y a un point noir sur la petite carrière de Eto'o. La petite, la grande carrière. Non, j'ai pas fini ma phrase. La petite carrière d'Eto'o au niveau des instances dirigeantes du football. Okay. Il a été conseiller d'Amad Amad à la CAF. Conseiller d'Amad Amad à la CAF. Comme Drogba. Et avec Omar, il a été très présent sur Oui, bien sûr, bien sûr. Et on a vu comment ça s'est terminé. Omari et Amad Amad. Mais Amad Amad, on connaît l'histoire. Mais on n'a pas fait un débat sur ça. Rappelons-nous quand même des interventions de Samuel Eto'o en guise de soutien à Amad Amad. Indéfectible. Mais Amad Amad a été un pion de Infantino, on le sait tous. Et Samuel Eto'o aussi, c'est un très bon ami Oui, d'Infantino. Ce sont des questions qu'on peut se poser. Un très bon ami. Mais Yet, s'il vous plaît, j'aimerais, Yet, donc, ceci dit, qu'est-ce que tu penses de Samuel Eto'o? Est-ce que sa présence au football camerounais en tant que président de la FECAFOOT apporterait quelque chose? Moi, je dis tout simplement qu'avec les anciens, la fédération camerounaise, c'est une mafia. C'est une mafia, c'est un instrument politique. Si tout ce bordel-là est toujours en cours au sein de cette fédération, c'est parce qu'il y a un aval politique. À qui profite cette mafia-là? Ça profite à quelqu'un. Samuel Eto'o a des contacts assez importants. Il a le bras long au Cameroun et en Afrique. Si l'ancienne recette n'a pas marché, donnons la chance à la nouvelle recette. Ceux qui ont été acteurs, en fait, il y a Drogba, il y a Samuel Eto'o, et il y aura peut-être, je ne sais pas, peut-être Bifouma ou qui dans certains pays. Mais moi, aujourd'hui, je suis favorable à une candidature de Samuel Eto'o, comme celle de Drogba à la présence des fédérations. Rendons le football aux acteurs majeurs qui s'y connaissent, tout simplement. Alors, Alpha, est-ce que tu penses que Samuel Eto'o apporterait quelque chose d'assez conséquent au football camerounais, pourquoi pas au football africain? Oui, moi je pense que Samuel Eto'o a côtoyé des plus grands clubs en Europe qui sont marqués par... certains clubs sont marqués par une exigence et le haut niveau ainsi qu'une structure. Ce sont des clubs beaucoup structurés. Je pense que l'expérience qu'il a eu à avoir à l'international, je pense que le Cameroun et les votants auraient beaucoup à profiter de cela. Et je prends l'exemple d'un pays aussi de l'Afrique centrale où un ancien champion d'Afrique a eu à occuper le poste de la fédération, mais durant son mandat, l'équipe nationale a eu à remporter des trophées dans certaines catégories. Donc je pense que, comme a dit, je crois bien Yet ou on dit, je ne sais plus, rendons le football aux acteurs. L'administration footballistique à ceux qui connaissent le football. Le cordonnier n'est jamais le mieux chaussé, mais pour le football, donnons à Eto'o cette possibilité de changer, comme à Drogba, de pouvoir changer, amener un peu ce professionnalisme, cette rigueur au niveau...
ça ne doit plus être du ressort en 2021 que certaines fédérations se plaignent des primes, certaines fédérations puissent se plaindre de la possibilité de pouvoir voyager, sachant que ces fédérations bénéficient des subventions de la FIFA. Non seulement, officieusement aussi, ces fédérations bénéficient aussi des aides de l'État, même si on ne va pas le dire ouvertement. Merci pour toute cette passion. Alpha, quand il est lancé, il ne sait plus s'arrêter parce que c'est des questions qui l'exaspèrent, je peux comprendre. Et ça me pousse à poser une question. Est-ce que du coup, ça deviendrait une légitimité de soumettre les gestions des fédérations nationales de football aux anciens joueurs qui ont marqué le continent ou le monde entier? Je prends un exemple. J'entends Samuel Eto'o, Drogba et apparemment en RDC, à Shabani Nanda qui devrait se positionner. Est-ce que pour vous, ce serait légitime et est-ce que ça aiderait finalement à mieux piloter le football continental pour mieux peut-être mettre une émulation des préparations? Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, l'ancienne recette n'a pas marché. Si ça n'a pas marché avec du sel, et ça avec le cube magique, quoi. Non, légitime oui et non. Moi, je pense que le premier critère qui doit toujours primer, c'est la compétence. Mais non, laisse-moi finir, laisse-moi finir, parce que tu as été un bon joueur, automatiquement, mais c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, pour moi, le critère clé doit être toujours la compétence. D'accord. C'est pas parce que tu as été un grand joueur que tu as la compétence clé pour pouvoir gérer une fédération. C'est deux boulots différents. Donc aujourd'hui, on va laisser la place à Eto'o pour savoir, parce que moi je crois. Après, on va voir, parce qu'il y a des réalités aussi qu'il y a. On va voir ce qu'il va pouvoir faire. Maintenant, il n'est pas dit que tous les grands joueurs doivent forcément diriger les fédérations de leur pays respectifs. Non. S'il y a des fédérations où ça se passe bien, où c'est bien géré, pourquoi? Moi, je pense que ce qui lamine le football africain, c'est la gestion. Parce qu'on a toujours des histoires de primes pas payées, de ceci, de cela, alors qu'il y a l'argent. Ça, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir changer. Et moi, je pense, comme a dit Yet, l'ancienne génération a échoué, donnant la chance aux nouvelles générations qui sont des acteurs majeurs du football, qui peut-être s'y connaissent, mais aujourd'hui, comme on dit, un bon manager ne fait jamais le travail seul. Il a une équipe autour de lui. Donc voilà. Merci Andy, merci Yet. Alpha, avec un peu moins de patience cette fois, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu penses de la légitimité des anciens joueurs d'occuper les gestions de fédération? Vous savez, en ce qui concerne, je dis vous parce que je m'adresse à vous trois pour répondre à la question, en ce qui concerne la légitimité, les chiens ne font pas des chats. Les acteurs du football sont des gens qui baignent dedans depuis le bas âge pour certains. Et ils ont grandi dans ça. Et l'administration footballistique, c'est vrai, n'est pas pareil à recevoir des consignes d'un coach, courir sur le terrain. Parce que en ce qui concerne ça, l'administration footballistique, il faut quand même avoir étudié, il faut quand même avoir une compétence au niveau du sujet. Et je pense que Samuel Eto'o doit s'entourer des personnes compétentes pour pouvoir tirer le football africain vers le haut. Et les personnes, les acteurs, les retraités de footballeurs doivent s'entourer des personnes compétentes. Eux-mêmes aussi, ils doivent aussi se préparer à faire face à certaines choses. Parce que dans l'administration, ce n'est pas recevoir les consignes ou voir regarder les vidéos d'un après-match ou d'un avant-match. Donc je pense que ils sont peut-être, on va dire, légitimes. Je dirais oui, non. Mais je pense qu'ils doivent d'abord s'entourer des personnes compétentes et eux-mêmes avoir aussi une petite formation en matière d'administration sportive. Merci Alpha. Dans ce cas, moi je vais, nous allons vers la fin. J'aimerais poser une question à Andy. Grosso modo, qu'est-ce qu'il faut? Quelle est la potion magique qu'il faut peut-être? Quelle est la recette qu'il faudrait pour qu'une compétition africaine de football réussisse? Il n'y a pas de potion magique, il n'y a pas de magicien, il n'y a pas de sorcier. Pour qu'une compétition de cette ampleur puisse réussir, déjà il faut du sérieux. Il faut du sérieux, il faut prendre la pleine mesure de la situation.
et savoir est-ce qu'on est prêt, qu'est-ce qu'il faut faire pour être prêt, et surtout tenir les engagements. Il y a des livrables, il y a un cahier de charges qui est ouvert. Est-ce qu'on pourra tenir les engagements? Aujourd'hui, nous sommes en plein Covid. Comment ça va se faire? Comment ça va s'organiser? Et là, aujourd'hui, on tape sur le Cameroun. Mais on doit taper aussi sur la CAF. Parce que ce sont deux institutions qui sont liées. Le Cameroun et la CAF. Les deux ont fait n'importe quoi. Merci Andy. Yet, est-ce que le volet sérieux, financier, sont indispensables pour une réussite d'une telle compétition? Je prends un exemple. Si le pays il est pauvre, donc il n'aura jamais le droit de pouvoir abriter une telle compétition sur ses terres. Là, le côté sérieux, il faut d'abord l'appliquer à la CAF. Et là, ça va dépendre en fait de la visibilité aussi que la CAF veut donner, que la CAF veut donner en fait à ces pays. Là, ça nous ramène encore aux modalités d'attribution. Je prends l'exemple des pays par exemple comme la Guinée. La CAF veut que la Guinée organise la Coupe d'Afrique dans 4 ans. Jusqu'aujourd'hui, il y a un stade en Guinée qui a peut-être fait 10 ans, qui est toujours inachevé. Et heureusement, il y a le président d'un club en fait qui s'inspire en fait du modèle de Mazembe, qui a décidé de finir le stade pour qu'il soit remis à la disposition de son club. L'État n'a pas pu finir un stade, c'est un particulier qui est en train de le terminer. Et vous voulez que ce pays-là construise 6 stades? C'est impossible, ça ne marchera absolument pas. Ça veut dire que déjà, si par exemple la CAF doit choisir un pays, je prends l'exemple tout simple, un pays comme le Malawi, avec tout le respect que j'ai pour ce pays, comme candidat à l'organisation comme organisateur de la CAN. Bon, le Malawi n'a encore rien comme minimum d'infrastructures sportives. On vous donne 10 ans. On ne peut pas donner par exemple au Malawi 4 ans, 6 ans pour organiser une CAN à 24. Ça ne passera pas. Ce qu'on voit avec le Cameroun aujourd'hui, on le vivra demain avec la Côte d'Ivoire et surtout avec la Guinée. J'ai bien peur que cette CAN n'ait jamais lieu en Guinée. À un moment, il faut que la CAF aussi déjà qu'elle apprenne à être sérieuse avec elle-même et surtout de faire preuve de rigueur avec les pays des candidats. Quand ça ne va pas, on retire l'organisation. Merci Yet. Alpha, est-ce que la fixette sur la Guinée de Yet est assez justifiée dans les conditions d'attribution de la CAN? Vous savez, la CAN est comme ce père de famille qui a beaucoup d'enfants mais qui ne sait pas comment les éduquer. Nous arrivons à un stade où un pays comme la Guinée, sans les manquer de respect, mais au niveau des infrastructures, ils sont vraiment en retard. On se demanderait même s'ils ont déjà eu à commencer à suivre les infrastructures de certains pays en Afrique. Donc, je ne pense pas, en tout cas je rejoins l'avis de Yet en disant que ce désordre est né de la CAF. Parce que si la CAF mettait un peu de sérieux dans ses attributions, il y a certains pays à qui on aurait fixé un barème pour dire que si vous voulez prétendre, même ne fût-ce que à une candidature, il faut que vous puissiez présenter certaines infrastructures pour pouvoir accueillir une compétition. Merci Alpha. Donc, je m'aperçois que finalement, l'organisation d'une CAN nécessitera beaucoup de sérieux et beaucoup de critères à remplir par tous ces pays. Et malheureusement, à date, si nous définissions toutes ces conditions, j'ai l'impression que l'Afrique du Sud et les pays du Maghreb vont rafler encore les attributions pendant encore au moins une décennie. Et cela serait triste. Donc j'aimerais dire que tout le monde mette les mains dans la pâte sur le plan sécuritaire qu'on n'a pas évoqué, sachant qu'au nord du Cameroun, par exemple, il y a eu des problèmes de terrorisme, les problèmes d'infrastructure, qui est un gros problème qui mine pratiquement tout le continent, les problèmes de déontologie, chacun dans ses domaines respectifs. Et voilà, la liste n'est pas exhaustive. Merci Andy, merci Yet, merci Alpha, pour toute la passion que vous avez mise à la disposition de cet épisode. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Au revoir.